Bon, donc ce qu'on vous propose de faire, c'est de vous présenter le travail qu'on a fait sur des scénarios. On ne rentrera pas trop dans la méthode, dans la partie constat, parce qu'on a quand même fondé ces scénarios sur un repérage assez fin, des signaux forts, des signaux faibles, etc. Donc on ne rentrera pas trop dans la méthode. On va un peu insister sur les scénarios. On vous racontera ensuite sur les conséquences de ces scénarios sur un certain nombre de filières. Vous verrez que, notamment sur la filière lait, c'est assez daté. Hein. C'est un document qui a 2 ans bientôt maintenant, donc il est daté. Il y a des événements qui sont passés depuis, qui font que... Mais on vous présente bien le chantier en l'état. Alors, l'exercice réalisé correspondait à une commande du ministre de l'Agriculture. Vous savez qu'au début de sa prise de fonction, le ministre Le Foll avait lancé une réflexion stratégique sur les filières. Et à l'époque du lancement de cette opération, lors un peu du CSO qui lançait cette opération, le représentant des jeunes agriculteurs au CSO a dit oui, c'est très intéressant tout ça, mais il y a aussi le devenir de l'unité exploitation agricole et on aimerait qu'il y ait une réflexion stratégique sur les exploitations et leur transmission. D'où la commande du ministre au CGAER de cette mission. Donc nous avons, dans la lettre de mission, il était prévu qu'on élabore des scénarios de modèles de transmission à l'échelle 2025. Hein, on voit bien les échéances PAC qui venaient avec tout ça. On a construit ça donc en identifiant, en regardant en profondeur, hein, puisqu'on a regardé sur les 25 ans écoulés un peu les signaux forts et puis un peu les signaux émergents sur la façon dont les exploitations se transmettent. Alors, quand je vais parler de transmission, je parlerai à la fois de la transmission des unités de production que sont les exploitations, et c'est une ambiguïté que vous risquez que je souligne dès à présent, et aussi la transmission de l'activité. Parce que, en termes macroéconomiques, il est aussi important pour la France que l'activité agricole se maintienne sur l'ensemble du territoire, au-delà du nombre d'exploitations strictement, voilà. Et avec un double objectif, hein, qui était non pas de fournir un scénario idéal, mais de proposer aux décideurs politiques un outil d'aide à la décision pour dessiner des chemins possibles en termes de politique publique. Donc ce qu'explique Jean-Pierre, hein, c'est qu'avant de se lancer dans un exercice prospectif, on a, comme pour tout exercice prospectif qui est conduit, jeté un regard en arrière jusqu'à 2 fois, voire plus, l'échéance de la prospective. Alors là, l'échéance de la prospective, comme on le dit, c'était la transmission en 2025. Ça veut dire que c'était pour des exploitations qui auraient été en vitesse de croisière à 2035, mettons. Donc on a jeté ce regard en arrière pour, comme il l'a dit, identifier des tendances, réunir des constats, identifier aussi des signaux qui pouvaient être appelés à orienter, bien sûr, la transmission des exploitations, mais aussi l'exploitation agricole ou l'activité agricole compte tenu du lien entre les deux, notamment par rapport à l'attractivité pour les repreneurs ou pour les gens qui souhaitent s'installer. Donc on a passé beaucoup de temps à faire ce diagnostic et à sélectionner ce qui nous paraissait être les déterminants des différents scénarios avant de construire les scénarios et puis dans un troisième temps de regarder leurs effets sur la transmission. Et pour le ministère aussi, en quelques conclusions par rapport à la politique qui pouvait éventuellement être amenée à conduire. Donc les déterminants des scénarios, on en a identifié de 2 types en fait. Et c'est finalement au fil de l'élaboration des scénarios qu'on s'est aperçu qu'il y en avait 2 types. Et en fait, il y a des éléments qui étaient constants communs à tous les scénarios parce que ça nous paraissait vraiment être des invariants. Et puis des éléments qu'on a fait varier pour construire des scénarios différenciés, contrastés, voire un peu caricaturaux.
Donc les constantes des 4 scénarios, elles sont reprises ici. Et il y avait en tout premier quelque chose qui ne nous paraissait pas être amené à s'arranger, hein, et je crois que tous les travaux qui sont faits en ce moment confirment un petit peu cet aspect des choses, c'est la volatilité des prix. Alors ça ne veut pas dire qu'on n'a pas fait varier le niveau des prix, mais en tout cas l'élément volatilité, il nous paraît être une constante qui ne va pas se résoudre et qui appartiendra à chacun des scénarios. Les attentes sociétales, et on voit qu'elles ne font que croître, mais prises en compte de façon un peu différenciée dans les scénarios. L'aspiration des agriculteurs à des conditions de vie convenables. Hein. Je vois que ce matin, vous aussi, vous avez un petit peu fait un constat de la situation. Donc vous avez bien, dans ce domaine spécifique de l'élevage, dû arriver au même constat. Et puis, un métier qui exige de plus en plus, et surtout avec ce retour de l'agronomie dans l'agriculture, des compétences multiples, et qui pose d'ailleurs des questions vis-à-vis du premier aspect des choses, c'est que tout ça demande du temps. Un capital d'exploitation qui est important dans tous les cas et, comme vous avez dû le constater ce matin, va plutôt croissant. Un marché foncier très tendu, et donc là, parmi vous, quelqu'un qui pouvait en attester. Et puis un report prévisible de l'âge de la retraite, sujet sur lequel on voyait en fait un élément vis-à-vis de la rétention de certaines exploitations. Alors, c'est vrai que on n'a pas fait le choix, mais volontairement, hein, l'ambiguïté qu'évoquait Jean-Pierre, elle est volontaire. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait un choix entre l'objet exploitation agricole et puis l'activité agricole d'une façon plus générale, parce qu'on ne voulait pas non plus prôner un modèle agricole, ce qu'aurait impliqué un tel choix. Et donc, à ces constantes se sont ajoutés des déterminants qu'on a décidé de prendre pour différencier les scénarios entre eux. Donc les politiques publiques, qu'il s'agisse des politiques au niveau communautaire, en termes de montant du budget consacré, de part du premier, du second, voire maintenant du troisième pilier dont on nous parle, de forme des aides, enfin donc les scénarios se différencient les uns des autres par rapport à ça. Au niveau national aussi, la régionalisation des politiques, plus ou moins important, le maintien ou non des dispositifs qui encadrent l'activité agricole. Et puis, comme je l'ai dit, le contexte économique, c'est-à-dire qu'au sein de cette volatilité toujours présente, certains scénarios appellent un niveau de prix haut, d'autres peuvent s'adapter à des niveaux de prix plus variables. Et puis, et c'est très en vogue en ce moment, hein, le rapport agriculteur-acheteur qui nous paraissait déjà à l'époque. Et donc, comme le disait Jean-Pierre, ces constats, ils ont plutôt été faits en 2015 entre les agriculteurs et les acheteurs. Et enfin, la prise en compte de l'environnement, parce que le niveau du curseur sur les différentes thématiques, et on le voit encore en ce moment, on est encore en train d'en débattre, et aussi un rapport variable entre mesures réglementaires contraignantes et mesures incitatives. Et là aussi, le débat reste ouvert, notamment du côté des agriculteurs. Et donc, c'est comme ça qu'on est arrivé en fait à construire des scénarios qui sont, bon, le titre vous en dit déjà beaucoup, qui visait à explorer l'avenir, hein, et à pousser les choses jusqu'au bout pour ensuite éclairer des choix éventuels. Et ce sont donc ces 4 scénarios qu'on va vous présenter. Voilà. Ce qu'on vous proposera, c'est pour chacun des scénarios de vous dire 2 mots sur un peu les grandes lignes de ce scénario, et puis on vous fera ça en 2 diapos, et une deuxième diapo qui sera un peu sur les conséquences de ce scénario, sur la façon de transmettre l'activité agricole. Donc le premier scénario, c'est pas forcément un scénario tendanciel, même si quand même il est assez tendanciel. C'est ce qu'on a appelé les agricultures héritées. Héritées donc du passé, des dynamiques passées, y compris des dynamiques passées récentes. Hein, on était bien là-dessus. Donc avec un contexte économique marqué par la volatilité des marchés et un faible niveau de prix, parce que ça c'est une variable importante. Ce scénario peut se dérouler dans une ambiance
agricole un peu morose. Hein. C'est pas ce qu'on le souhaite, mais il peut se dérouler donc avec une absence de rupture des politiques publiques, c'est-à-dire une politique de la PAC qui continue un peu dans le même sens, des politiques nationales avec le même type de priorité, le même type d'instance, et les interventions des régions qui restent centrées sur les filières et la régionalisation, la territorialisation des politiques. Donc ici on voit tout de suite qu'il y a un sujet qui est le sujet budgétaire qui n'est pas traité, puisqu'on dit on continue un peu dans la même ambiance, et en continuant dans la même ambiance, on renforce quand même le verdissement. Je vous rappelle qu'on était au début du verdissement, on n'avait pas forcément le recul qu'on a aujourd'hui sur le verdissement. On pouvait imaginer qu'on rajoute une couche de verdissement sur la couche existante à l'époque, donc avec des sujets comme la conditionnalité, les phytosanitaires qui sont apparus un signal très fort qui montait en puissance, et bon, ça continue, il suffit de lire la presse. Et puis l'adaptation des pratiques agricoles à cette politique de verdissement. C'est-à-dire qu'on considérait, on faisait l'hypothèse que la politique de verdissement allait avoir un impact significatif sur les modalités, la façon dont les agriculteurs travaillaient. Donc avec des agriculteurs qui s'adaptent en restructurant, en ayant des logiques d'entreprise qui s'adaptent à la volatilité, au faible prix, donc, et avec une stratégie souvent de maîtrise des coûts et des prix des produits. Et puis, un dernier point, et donc ça c'était un signal assez fort, quand on regarde ce qui se passe sur les territoires ruraux, le poids politique, institutionnel, dans ce qui fait vivre le territoire des agriculteurs, diminue, avec des agriculteurs qui travaillent sur les territoires ruraux, mais qui parfois sont pas si intégrés que ça dans la vie rurale. Et donc, en conséquence, c'était particulièrement vrai d'ailleurs sur certains métiers de l'élevage, des métiers peu attractifs, donc peu motivants. Donc ce scénario construit comme ça, on a des transmissions toujours difficiles, avec, quand on regarde un peu la dynamique, une érosion continue du nombre d'exploitations, voire dans certains cas et dans certaines filières accélérée, avec quand même un renchérissement du capital, même si l'agriculture est difficile, etc. La valeur foncière reste élevée. Et puis, en conséquence, on est dans une dynamique plutôt négative, avec plutôt une érosion légère ou forte selon les secteurs des potentiels de production. Et puis, en ce qui concerne les modalités de transmission, on a une diversification quand même des processus de transmission. Avec, dans les situations favorables qui restent limitées, des portages du capital de type entrepreneurial, avec des investisseurs qui sont intéressés. Le vignoble bordelais s'intéresse les investisseurs, donc il y a une forme de dynamique. Et puis, donc avec dans un certain nombre de situations, une certaine mobilisation des collectivités locales de proximité ou pas de proximité pour aider des fermes à se transmettre. On a observé des choses genre fermes communales, etc., qui permettaient des installations progressives et qui sont des solutions pas généralisables, mais qui amènent un peu de solutions dans des territoires particulièrement fragiles. Donc globalement, vous voyez un scénario qui n'est pas très enthousiasmant. Donc ça veut dire que si on continue à faire ce qu'on faisait à l'époque, on était plutôt pessimiste. Voilà.
Alors le second scénario, il est un peu dans l'air du temps, hein, puisqu'on parle beaucoup de contractualisation. Il correspond quand même plutôt à une libéralisation, mais accompagnée de la politique agricole, avec différents éléments, hein, cette couverture des risques dont on parle maintenant beaucoup, une décentralisation large du FEADER, d'une certaine façon, une espèce d'autre forme de contractualisation entre l'État et les conseils régionaux. Et puis, un allègement des dispositions nationales encadrant l'activité agricole, et c'est dans ce sens qu'on pouvait parler un petit peu de libéralisation. Alors, on aurait dans ce scénario des agriculteurs moins nombreux, mais qui développent leurs exploitations par croissance externe ou croissance interne, et aussi en adaptant leur mode de fonctionnement par rapport au statut qu'ils adoptent, à la résilience de leur exploitation par rapport notamment à la couverture des risques, au portage du capital, mais des agriculteurs qui, cette fois par rapport au scénario précédent, prennent suffisamment de recul pour pouvoir redevenir acteurs du territoire, parce que dans le scénario précédent, c'est aussi, et ça a dû être dit ce matin, la charge de travail qui fait à un moment donné que pour s'impliquer dans la vie locale, c'est plus difficile. Et puis, ce potentiel économique qu'ils représentent pour le territoire, ils le mettent en valeur et au besoin, ils le contractualisent avec le territoire sous des formes différentes selon la production de l'exploitation, que ce soit des services pour la collectivité ou bien une production pour des entreprises de l'aval. Alors, l'environnement de l'exploitation est un peu protégé par le cadre réglementaire et puis surtout intégré grâce à la mobilisation des filières qui, elles aussi, protègent l'exploitation. Ceci dit, les territoires apparaissent comme fragilisés parce que ils n'ont pas vraiment d'avantages comparatifs, ni vraiment d'identité, ni une dynamique entrepreneuriale suffisante malgré la mobilisation des collectivités locales. Donc ça, c'est un peu finalement le décor qu'on peint. Et après, dans la deuxième vue, à chaque fois, on vous donne un petit peu les conséquences, surtout sur le nombre d'exploitations et puis les emplois. Et puis, par ailleurs, les effets sur la transmissibilité. Donc, en termes de nombre d'exploitations, comme j'avais déjà dit dans la vue précédente, le nombre d'exploitants baisse, mais aussi le nombre d'entreprises agricoles, plus rapidement encore qu'au cours de la période passée, mais ça n'altère pas la production qui s'accroît quand même parce que, grâce à la contractualisation, l'activité agricole a été sécurisée. L'emploi, lui, a du mal à se stabiliser, même si le salariat vient un petit peu compenser la baisse du nombre d'exploitations que j'ai décrite tout à l'heure. Mais malgré tout, dans ce scénario-là, grâce à la contractualisation, la transmissibilité est facilitée par la généralisation de la forme sociétaire et puis surtout la sécurisation de l'activité. Et en fait, c'est assez intéressant de lire le document que j'ai apporté, que j'ai là, voir le 4 pages qu'on a produit, parce que vous verrez que sur certaines questions, on s'est beaucoup interrogé, et par rapport notamment à une question qui est la transmission ou la transmissibilité du contrat, qui nous paraissait éventuellement être un élément favorisant pour faciliter la transmission de l'activité. Voilà, le troisième scénario qui est peut-être un peu plus en rupture par rapport à ce qu'on observe, encore que aujourd'hui, dans un certain nombre de filières et dans un certain nombre de territoires, on observe des choses qui ressemblent beaucoup à ça, c'est celui de la ferme-firme. Alors, ce n'est pas nous qui avons inventé le nom, mais à l'époque, nous étions présidés par Bertrand Hervieux, qui, lui, l'avait effectivement inventé. Donc, il nous l'a prêté aimablement. Donc, c'est une agriculture intégrée dans des filières. Donc, on a une logique économique forte dans un contexte de libéralisation du marché, mais qui ne fonctionne que s'il y a une demande suffisamment soutenue et un poids de l'aval qui s'implique dans la vie et la production agricole.
On a une suprématie complète de la logique d'entreprise, avec des investisseurs privés qui rentrent au capital d'entreprises agricoles, une modification considérable du statut d'agriculteur qui est de plus en plus un chef de PME comme un autre, et disons qu'on a une perte de la spécificité du métier de chef d'exploitation agricole. C'est une agriculture complètement économique et qui n'est pas vraiment qui est de moins en moins un sujet de politique publique. Ça se traduit concrètement par un alignement de plus en plus fort du cadre réglementaire, juridique, etc. de l'activité agricole avec celui des autres activités économiques, donc les exploitations qui ressemblent à quelque chose entre de l'artisanat et de la PME selon leur taille, selon la façon dont elles sont organisées. Les régions, dans l'esprit d'une relative grande libéralité, font en fonction de ce qu'elles pensent utile. Donc on a des politiques régionales assez contrastées, certaines ayant des objectifs de taille d'exploitation, d'autres pas du tout, certaines étant très orientées sur quelques produits de proximité, d'autres sur des produits plus grand marché, on va dire. Et puis, une caractéristique, c'est une agriculture techniciste, sachant que techniciste n'est pas quelque chose de blâmable dans notre esprit, qui est très axée sur les techniques, parfois en générant un peu de tension avec le milieu environnemental, bien que ce type d'agriculture techniciste, par la maîtrise du process de production, puisse avoir des côtés très positifs vis-à-vis de l'environnement, mais ces process à caractère industriel conduisent à une forme d'encadrement réglementaire strict, mais sur des normes relativement précises. Vous devez les remplir, et comme je suis bon techniquement, je sais les remplir. Et puis, on avait noté notamment sur les phytos et les gaz à effet de serre des obligations plutôt de résultats. Et en compensation, dans ce type de modèle, on imaginait qu'il y ait de l'ouverture. Alors on avait mis OGM, je mettrais plutôt sur les nouvelles techniques de sélection, mais on était dans cet esprit-là. Alors, ce type de modèle d'exploitation en termes de transmission, on revisite complètement la façon dont se transmet l'activité, avec d'abord une disparition rapide des petites entreprises. Alors petite étant le sens économique, c'est-à-dire que c'est pas forcément la taille, ça peut être la capacité à se positionner sur un marché, etc. Et en même temps la disparition progressive des entreprises individuelles, avec le maintien d'un potentiel de production. Je rappelle qu'on est dans un scénario qui ne peut se dérouler que dans le cadre d'une économie un peu soutenue des produits agricoles. Donc le maintien du potentiel de production avec, on voit qu'il y a moins d'exploitation, mais il y a plus de salariés, plus de compétences chez les salariés. La transmissibilité se fait sur le modèle de la transmission d'une PME, de plus en plus. Donc on n'a plus, si ce n'est quelques éléments de spécificité agricole, sauf qu'on est quand même, on sera forcément sur des modèles d'industrie, de PME, entre guillemets, industrie lourde, si on rapporte le capital au produit. Un changement du statut des agriculteurs qui sont
des gens qui managent, qui produisent, qui font de l'agriculture, pas forcément les détenteurs de capitaux, avec des détenteurs de capitaux qui peuvent être relativement extérieurs à l'agriculture, et qui ont mis des capitaux dans l'agriculture parce que ça les intéresse, parce que ça leur paraît des choses d'avenir, parce que ça leur paraît quelque chose de sécurisant. Et puis, une transmissibilité qui peut être accompagnée sur un certain nombre de territoires par des initiatives des collectivités locales qui peuvent, à travers de la fiscalité, à travers des moyens liés à l'aménagement du territoire, etc., favoriser sur certains espaces de territoire des exploitations, la transmission d'exploitations, parce qu'elles rendent éventuellement des services à la collectivité. On peut penser aux zones humides, on peut penser aux montagnes, ou des choses comme ça. Voilà. Donc, alors, le dernier des scénarios qu'on vous présente, d'une certaine façon, il est, même si il existe quelque part, comme les précédents qu'on a présentés, il se trouve bien quelque part une exploitation qui ressemble un peu à ça. Celui-là, il existe aussi. S'il est en rupture, c'est peut-être par rapport à l'évolution spontanée, voire inéluctable qu'on observe, ce qui est l'agrandissement des exploitations. Donc là, on est sur un modèle un peu différent, mais enfin qui ne correspond pas complètement à la tendance générale qu'on observe. Je pense que c'est aussi le cas en élevage, peut-être moins qu'en grande culture. Il correspond en fait à une PAC quand même qui reste forte, qui est vraiment orientée sur l'économie des territoires et la préservation de l'environnement dans le cadre d'une espèce de pacte avec le territoire. Alors les agriculteurs, ils sont un peu sous cette influence, mais ils restent des acteurs en développant une multiperformance économique et environnementale, voire sociale, qui mobilise des solidarités familiales, locales. Enfin, c'est vraiment l'exploitation, l'agriculteur dans son territoire. Les entreprises, dans ce schéma-là, resteraient sous une responsabilité familiale un peu altruiste, mettant en place des démarches collectives pour capter de la valeur, réaliser des économies d'échelle tout de même, et développer une agriculture de proximité, c'est-à-dire un marché qui lui aussi est un peu dans le territoire. Et évidemment, une forte implication des collectivités locales pour accompagner tout ça, pour dynamiser le territoire, ça c'est leur objectif, structurer les approvisionnements du bassin de vie et puis créer une économie du territoire. Donc voilà, ça c'est le cadre qui est brossé. Alors, finalement, quand on a étudié la question, on s'est dit, quand même, avec tout ça, la transmission des entreprises sera quand même un peu facilitée, parce que le métier sera valorisé, donc redeviendra attractif par son caractère diversifié, territorial, ce qui permettra de maintenir le nombre des entreprises agricoles, voire reconquérir certains territoires avec ce qu'on pourrait appeler des néo-exploitations. Néo-exploitation, c'est un peu comme le néo-roman, ça y ressemble beaucoup, mais c'est quand même plus moderne. Une taille d'entreprise qui, comme j'ai dit, reste limitée, avec un recours sous contrôle aux capitaux extérieurs, dont j'ai dit qu'ils étaient facilement familiaux, mais quand même, tout ça avec une érosion possible ou potentielle du potentiel de production. Ça nécessite évidemment une mobilisation des acteurs locaux, non seulement autour de l'agriculture, mais autour de la transmission, et ce qui avait été évoqué, parce qu'on a fait tout ça quand même à partir des contributions, des entretiens, des réunions du comité de pilotage, avec une mobilisation des acteurs locaux, même sur la période de transition entre la cession et puis la reprise, notamment pour un portage intermédiaire du capital. Ce qui avait été évoqué, c'était... Parce qu'à un moment donné, je me souviens qu'on avait demandé, mais si le capital devait être porté de façon intermédiaire, quelle serait votre préférence? Que ce soit par le cédant, que ce soit par la collectivité, que ce soit par la coopérative. Et je dois dire que la collectivité avait quand même collecté le plus de suffrages, si je puis dire, indépendamment des deux jeux de mots.
Et bon, dans tout ça, il y aurait quand même un développement de l'emploi, mais dans le cadre d'une pluriactivité générée, elle, par la dynamique des territoires. Donc ce sont des scénarios, 4 scénarios qu'on a bâtis de façon générale, puisque c'était vraiment la commande, sans les inscrire dans une production ou dans une autre, mais en ayant toutes les productions à l'esprit. Donc par rapport à ce que vous avez fait ce matin, c'était beaucoup plus large comme diagnostic. Ça décrivait un petit peu tous les types d'agriculture, tous les types de production. Et ce qu'on a bien compris, c'est que vous, aujourd'hui, et ça me paraît totalement justifié compte tenu des crises qu'on vient de traverser, votre inquiétude, c'est quand même surtout la transmission en élevage, parce qu'en effet, en France, alors là, au moins, c'est un truc qui est vraiment très partagé, tout le monde est un peu inquiet pour l'élevage. Donc, nous avions essayé de décliner les scénarios sur un certain nombre de types d'exploitations un peu spécialisées. Nous avions traité les exploitations de grandes cultures, la viticulture, le lait et la viande. Donc on va vous proposer ce qu'on avait un peu, mais vraiment au sabre d'abordage, traité sur le lait et la viande, sachant que notamment pour le lait, c'est quelque chose qu'on avait fait en 2015. Et comme tout bel exercice prospectif, il est toujours un peu hasardeux, surtout quand il peut essayer de voir ce qui se passe dans l'avenir. Mais bon, donc vous verrez qu'on a quelques... Bon, on n'écrirait pas ça aujourd'hui, c'est clair. Alors sur la question du lait, évidemment à l'époque c'était la sortie des quotas, donc c'était une donnée pour tous les scénarios, quel que soit le type de scénario qu'on choisisse. Avec une modification des relations producteurs-industriels. On a vu un peu que ça a agité les foules pendant quelques temps, donc ça c'était pas... on imaginait des modifications assez significatives de la géographie laitière avec cet élément-là qui l'emporte à la limite, qui était prépondérant par rapport à l'effet des scénarios qu'on aurait pu construire. Donc j'allais dire qu'on avait quand même dans notre viseur une spécificité de ce secteur qui faisait que finalement l'effet des scénarios sur ce qui pouvait se passer dans le secteur était presque secondaire par rapport à cette donnée qui était une donnée évidente. Alors sur le scénario 1, qui est le scénario, je vous rappelle, des agricultures héritées, donc les évolutions en cours sur le secteur laitier s'amplifiaient avec un renforcement de la spécialisation dans le Grand Ouest, des entreprises qui sont très laitières spécialisées, qui se modernisent, éventuellement en créant des GAEC pour pouvoir utiliser des techniques comme les robots, etc. Et puis un peu améliorer les conditions de travail. Et puis, à l'inverse, sur les zones fromagères AOP, maintien d'exploitation agricole assez diversifiée, surtout si l'AOP marche bien sur le marché, parce qu'on avait assez clairement distingué qu'il y avait des zones d'AOP où ça fonctionnait et d'autres où ça ne fonctionnait pas, mais là je vous apprends rien. Le deuxième scénario, il est en l'occurrence relativement dans la prolongation du scénario 1. Bon, on est en lait, donc le contrat entre la dimension contractuelle entre le producteur et le collecteur est historique, donc il n'est pas étonnant que le scénario 2 ressemble beaucoup, en l'occurrence, au scénario 1, en étant un peu plus marqué. On imagine que la géographie laitière se restructure un peu plus rapidement, des gens qui se reconvertissent, et puis les performants qui augmentent
augmente en taille avec des cheptels importants et une logique très entrepreneuriale. Et puis quelques développements de circuits courts, parce que dans ce modèle de scénario, on imaginait que un mode de contractualisation, c'était la relation directe entre le producteur et le consommateur. Donc on voit que dans le cas particulier du lait, les deux scénarios se ressemblent quand même en une grande continuité. Simplement, on verra que sur la viande, bon, je reviendrai là-dessus après. L'activité laitière dans le troisième scénario, bon, c'est des grandes entreprises qui produisent du lait, très technologiques, avec une forte intégration à l'outil industriel, qui eux-mêmes se restructurent. Ces exploitations sont elles-mêmes des partenaires de leur aval. Elles sont suffisamment ouvertes sur le marché pour pouvoir discuter avec leur aval. Et puis dans les zones AOP, très bien valorisé, ce modèle fonctionne parfaitement, puisque quand on fait du Beaufort, on peut fort bien fonctionner sur ce type de modèle, même si on met les cloches et les montagnes en arrière-plan. Et puis, à proximité des grands centres urbains, éventuellement des entreprises d'une certaine taille qui sont organisées pour fournir en proximité des produits en commercialisation directe à des échelles significatives de quartiers ou de choses comme ça. Dans le scénario 4, qui est le scénario le plus territorial, les systèmes de production laitiers restent intégrés ou sont de plus en plus, voire sont de plus en plus intégrés dans des exploitations diversifiées. Là, on sent que on est en rupture très clairement, qui assure quand même une alimentation directe de leurs propres troupeaux, avec des modes d'organisation entre entreprises. On est dans un scénario très territorial pour régler des problèmes d'investissement en commun, d'organisation du travail, etc. On reste sur des ateliers de table, et alors modestes, on va dire raisonnables, parce que pour nous, modeste, c'est pas trois vaches, notamment dans les zones d'AOC, puisque ce modèle correspond bien aux zones d'AOC avec un accompagnement de la production sur les territoires. Avec souvent, et c'était un des facteurs constituants du scénario, un accompagnement fort des collectivités pour le développement de circuits de proximité, on imagine autour des villes de province, etc. Alors, sur la viande bovine, on a fait le même exercice. Donc, sur le bassin, donc sur le premier scénario, on a une condition, c'est que le débouché italien se maintienne. Sinon, ce scénario ne peut pas se dérouler. Il faut être très clair. Donc, on considère qu'il se maintient, mais c'était quand même un signal assez net. Il s'érode progressivement, et donc les entreprises s'adaptent. Alors elles s'adaptent en abandonnant l'élevage au profit des grandes cultures quand elles le peuvent, si elles sont sur des territoires qui peuvent le faire. Donc là on a clairement de l'extensification, l'encore extensification, ou en faisant évoluer les systèmes vers du plus extensif. On est sur des marchés difficiles, donc on cherche à baisser les coûts, donc on extensifie, etc. Et puis, quelques zones de naissage, engraissement, se spécialisent, et avec reconversion des entreprises laitières, puisque dans le même scénario, on a vu tout à l'heure que les bassins laitiers se restructurent. On pouvait imaginer que ça aille vers ça. Le scénario 2, alors effectivement en élevage, vous allez voir que le scénario 2 est tout à fait en prolongement du premier, avec
un développement plus significatif de l'activité d'engraissement, en tout cas on pouvait l'espérer, et une forme de fermeture progressive, notamment du débouché italien. Donc avec tout ça, une restructuration assez importante du système d'élevage des bassins allaitants, une extensification et puis quand même, c'était un des objets, le développement d'une contractualisation avec l'aval, avec en contrepartie ou en exigence l'adaptation du produit, parce qu'aujourd'hui c'est quand même un secteur qui a un vrai problème avec son aval, de l'adaptation de ces produits à la demande. Alors vous avez vu que dans les deux scénarios qu'on vous a présentés, évidemment c'est les scénarios d'élevage, il y a une très forte prolongation, une très forte continuité entre le scénario 1 et le scénario 2. Je ne vous ai pas présenté le scénario viticole où entre le 1 et le 2, il y a une vraie rupture. Donc ça se justifiait dans certaines filières, ça se justifie un peu moins dans ces filières. C'est simplement un point de méthodologie. En viticulture, quand on passe du scénario 1 au scénario 2, on a vraiment des ruptures. Alors sur d'autres, voilà. Troisième scénario en élevage viande bovine, les élevages, là on est dans une grande restructuration avec une forte intégration avec l'aval, c'est-à-dire que les exploitations s'adaptent, grandissent, s'adaptent, adaptent leurs produits à une demande précise de l'aval, c'est fortement contractualisé, et se modernisent, et on voit que le sujet de la modernisation dans ce type d'exploitation est un sujet assez complexe. Et puis le bassin allaitant se restructure avec une végétalisation qui peut aller jusqu'à la reforestation, avec une demande qu'on peut imaginer sur du bois à destination de la bioéconomie. Et puis voilà, sur ce scénario, oui c'est ça. Le quatrième scénario, donc on a une activité d'élevage qui est préservée dans le territoire, avec une forte mobilisation des acteurs locaux qui développent à grande échelle des circuits de proximité, c'est-à-dire qu'on mange la vache qui est produite dans le pré, pas très loin de chez soi, mais bon, ça peut être, en tout cas, on le voit, on peut le voir sur un certain nombre de bassins de consommation où c'est un argument fort. Donc des signes de qualité très liés justement à cet aspect territoire-terroir, une diversification des entreprises agricoles, c'est-à-dire une déspécialisation, y compris du bassin allaitant, avec des productions, ce qui supposera probablement des extensifications ou d'autres activités que l'activité agricole. Des coopératives dynamiques pour accompagner les éleveurs dans une adaptation de leurs pratiques et de leur système d'organisation du travail, puisque là on a un produit à sortir qui est commandé par du consommateur, souvent du consommateur de proximité. Voilà au sabre d'abordage on peut dire sur les scénarios quand on les déroule sur les deux des filières qui nous intéressent. Pardon, j'ai eu trop peu de sens, voilà. Donc là, en fait, cette déclinaison, elle est surtout brossée par rapport à l'activité agricole elle-même et pas directement sur un secteur donné, sur les effets sur la transmission, parce que les effets sur la transmission, donc on vous les a présentés là pour chacun des scénarios de façon générale, mais ceci dit, en ayant regardé ces effets sur la transmission d'une façon un peu générale, puis les effets sur le panorama de chaque scénario, dans chaque secteur, on s'est interrogé sur ce qu'on pouvait en tirer comme leçon d'une certaine façon pour faciliter la transmission et donc améliorer la transmissibilité. Donc on a été amené du coup un peu à mesurer l'effet des scénarios sur la transmission.
Alors on était 4 sur cet exercice, donc bon, on l'a conduit à 4, et en fonction de ce qu'on pouvait pressentir, parce qu'on a essayé de faire un exercice quantitatif, mais en fait, c'était beaucoup trop difficile. On ne pouvait que dire ça va plutôt augmenter ou ça va plutôt baisser, mais quant à quantifier, c'est ce qu'on peut faire, ce que font certains exercices prospectifs. Enfin, je pense que nous, de notre côté, compte tenu des éléments dont tu disposais, pourtant on avait eu sur les tendances, on avait fait des exercices statistiques avec le service statistique du ministère. Enfin, ça ne nous paraissait pas sérieux. Donc, même si on manie le dire d'experts avec beaucoup de circonspection, c'est quand même ce que nous avons imaginé de possible, qui nous a servi à apprécier les scénarios au travers de 3 indicateurs, donc le nombre d'entreprises agricoles, le nombre de salariés, pour avoir une appréhension globale de l'emploi, et puis par ailleurs la valeur de la production agricole. Globalement, en fait, quand on a regardé de façon transversale au scénario, transversale aux différents secteurs, il n'y a pas de risque quant à la transmission de l'activité agricole. Donc j'ai bien dit l'ambiguïté l'ambiguïté délibérée qu'il y avait dans l'exercice entre exploitation agricole et activité agricole. Donc là, la conclusion, c'est l'activité agricole. L'activité, surtout la production agricole, la valeur de la production agricole, elle se maintiendra. En revanche, il y a des impacts différenciés selon les scénarios, bien sûr, sur un certain nombre d'indicateurs qui sont le type de l'entreprise à transmettre, le nombre et le statut des agriculteurs, et puis les modalités de portage du capital. Et ces impacts, ils sont porteurs à long terme de modifications profondes du tissu agricole. Alors, ce n'est pas vraiment une surprise, mais en tout cas, c'est une confirmation. Et de cette analyse, en fait, on a retiré un certain nombre d'éléments qui nous paraissent être des questions clés pour la transmission. Parce que, quels que soient les contextes dans lesquels on se soit placé, il y a vraiment 3 questions récurrentes. C'est la sécurisation de l'activité. Donc là encore, c'est pas un scoop. Je crois que tout le monde en est là à se dire mais comment peut-on sécuriser en tout cas et à tout le moins le revenu de l'agriculteur, parce que c'est ça en fait qui crée l'attractivité de l'activité. La question qu'il y a autour du financement du capital d'exploitation, qui est vraiment une vraie question. Je ne sais pas si vous avez vu le récent exercice qu'ont fait les notaires et qui disent mais tout compte fait, est-ce qu'il faut encore parler de fermage ou il ne faut pas parler simplement de droit d'exploiter pour effacer cette question du capital d'exploitation. Et puis, dernière question, la question de l'acquisition des compétences indispensables pour maîtriser tout ça, l'innovation technique et organisationnelle que comporte par exemple le développement en pointe, on peut le dire, dans l'activité agricole du numérique, qui quand même change tout, potentiellement change le contexte, l'encadrement de l'activité, les sources d'information de l'agriculteur, mais aussi toute la gestion et la maîtrise de la gestion de son système d'exploitation. Donc des questions qui sont communes, mais avec évidemment des voies de résolution différentes selon le scénario dans lequel on se place, même si, comme je l'ai dit, ces scénarios ils sont théoriques, contrastés, voire caricaturaux. Et ce que nous appréhendions tous les 4, c'est que il y avait certainement, selon les territoires, des scénarios composites entre ces 4 tableaux, d'une certaine façon, qu'on avait brossés. Et ce à quoi on a rendu quand même le ministère attentif, puisque c'était le ministre qui passait commande, c'est qu'en fonction de la stratégie ministérielle, et de la stratégie politique qui serait adoptée, il y avait une aggravation potentielle. Et que donc, non seulement on avait envie de redresser, mais que surtout, il fallait absolument essayer d'éviter d'aggraver les choses en fonction d'un décalage qui pourrait exister entre les scénarios existants et puis les stratégies qui leur seraient adaptées. Voilà.